Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Qu'est-ce qui est importe? Tous ceux qui se sont déjà posé la question de l'importation d'une voiture de l'étranger d'importer une voiture de l'étranger savent que l'option la plus rentable est une voiture âgée de 3 à 5 ans et dotée d'un petit moteur, idéalement d'1 litre, mais un peu plus, jusqu'à 1,5 litre, n'est pas non plus une mauvaise solution. Théoriquement, il s'agit d'une voiture européenne idéale, pas trop puissante, très économique, n'ayant pas appartenu par le passé à des propriétaires de Tabor-Zigan, pas encore torturés par une longue durée de vie et des centaines de milliers de kilomètres de kilométrage. Le choix de telles voitures avec un seul propriétaire et un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km est vraiment grand. Et, bien entendu, ce sont ces voitures qui sont amenées chez nous en premier lieu. Cela semble plus raisonnable que d'importer une Audi d'occasion avec un moteur de 3 litres réparé en Pologne. Mais dans la vie, tout n'est pas rose. Nous avons l'habitude de croire que les Allemands ont leur Ordnung, c'est-à-dire l'ordre, avant tout. Ils considèrent que c'est un honneur de passer des contrôles techniques réguliers, anciennement appelés TÜV-Prüfung, puis HU-Hauptuntersuchung. C'est peut-être le cas, mais ne pensez pas que tous les Allemands sont des saucisses de foie offensées et qu'ils ne comprennent rien à la vie. Ils comprennent, et ils peuvent donner 50 € en plus lorsque le coût du HU est d'environ 100 €. Mais cela n'arrive que si la voiture a besoin de réparation. Hélas, les bourgeois n'aiment pas dépenser pour cela, beaucoup de choses sont trop chères pour eux. Après un peu de chamanisme, la voiture part pour l'Est. Étrange, n'est-ce pas? Il s'avère que les meilleures voitures ne sont pas toujours vendues à la Russie, et pas seulement. Le plus souvent, il s'agit de voitures qui n'ont pas satisfait leur premier propriétaire d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous en arrivons maintenant à une question intéressante, qu'est-ce qui est le plus souvent chamaniste dans les voitures européennes? Avant qu'elles ne soient vendues en dehors de l'Europe? Je pense que la réponse est évidente, les systèmes environnementaux. Et il y a deux points importants, premièrement, ils ne sont pas réparés, mais seulement préparés pour la vente, et deuxièmement, ils sont souvent sensiblement différents de ceux que nos services ont l'habitude de traiter. Commençons par la première question. À un moment donné, la Hauptuntersuchung allemande a inclus ce que l'on appelle la Gasuntersuchung, l'inspection des gaz d'échappement. Ce n'est évidemment pas un hasard, les Européens sont aussi vigilants en matière d'écologie que nous le sommes en matière de valeurs familiales, et il n'est donc pas possible de s'en passer. Et les systèmes écologiques des normes Euro 6 sont des systèmes qui ne peuvent pas vivre longtemps. Nous en connaissons quelques-uns, les moteurs diesel doivent obligatoirement être équipés de filtres à particules, d'urée, de convertisseurs catalytiques et d'un système de recirculation des gaz d'échappement pour tous les moteurs sans exception. C'est ainsi que les filtres à particules, qui s'encrassent rapidement sur les nouveaux moteurs Euro 6, sont devenus le premier problème auquel nous sommes confrontés avec les voitures à faible kilométrage. Dès que les filtres tirent la sonnette d'alarme, ils essaient de vendre la voiture, une voiture neuve coûte cher et, dans ce cas, l'âge correspond, généralement 3 ou 4 ans, et le kilométrage est d'environ 100 000 km, ce que de nombreuses personnes considèrent comme psychologiquement important. C'est pourquoi un nouveau service est apparu en Europe, le lavage des filtres. D'où vient l'erreur du filtre à particules? Du capteur de contrepression, ou capteur de pression différentielle, un dispositif compose de deux capteurs de pression. L'un se trouve en amont du filtre, l'autre en aval. Il mesure la pression dans les gaz d'échappement et si la différence de pression entre l'avant et l'après-filtre devient trop importante, il signale à l'écu que le filtre est obstrué et qu'il est temps de le remplacer. Théoriquement, le lavage du filtre à particules dans ce cas peut aider, la pression sera normale et il n'y aura pas d'erreur. Mais en fait, le problème ne disparaît pas, le filtre lave ne peut pas fonctionner comme un filtre neuf. Il n'y a pas de dépoussiérage, il n'est pas capable de se régénérer normalement, et il se colmate donc très rapidement avec de la suie. Il est difficile de dire exactement à quelle vitesse. Un filtre lave peut fonctionner pendant 5000 ans, mais il peut aussi ne pas durer un millier d'années. Le lavage du filtre n'est donc qu'un moyen d'éteindre temporairement l'erreur, mais pas d'en éliminer la cause.
Quelqu'un objectera qu'en plus du capteur de pression différentielle, il peut y avoir des capteurs de température. D'accord, mais le lavage de filtre peut aussi les tromper. Et pas pour longtemps non plus. D'ailleurs, les laveurs de filtres sont allés beaucoup plus loin et sont maintenant prêts à laver même les catalyseurs. Certaines personnes y voient un intérêt, car sur de nombreuses voitures, le filtre à particules se trouve dans la même boîte que le convertisseur catalytique, ce qui ne peut que susciter l'envie de tout laver en même temps. Mais cela ne sert à rien. Le lavage peut tout au plus permettre de dissimuler le dysfonctionnement et d'avoir le temps de vendre la voiture à un nouveau propriétaire. C'est pourquoi les problèmes liés aux filtres à particules sur les voitures importées d'Europe sont de plus en plus fréquents de nos jours. Supposons que nous sachions comment lutter contre les filtres. Quelqu'un les coupe simplement, quelqu'un en met de nouveau, n'importe quel argent suffit. Mais il y a un deuxième problème, que j'ai mentionné plus haut, toute l'écologie européenne n'est pas familière ou du moins compréhensible. Pour nos services automobiles. Avez-vous commande des véhicules exotiques? Qu'est-ce que est le GR? Bien sûr, tout le monde sait ce qu'est le GR. Mais tout le monde ne sait pas que le système de recirculation peut être à 2 circuits. Sur les voitures européennes, c'est déjà devenu une norme, mais pour nous, avec notre inattendu Euro 2, cela semble encore être un gadget. Et ce n'est pas grave pour nous, toutes les stations-service ne connaissent pas les subtilités de son fonctionnement. Laissez-nous vous parler brièvement de cette merveille technologique. Dans le cas d'un simple circuit EGR, les gaz d'échappement sont partiellement renvoyés à l'admission avec l'air prélevé dans l'atmosphère, pour former le mélange air-carburant. Bien entendu, le mélange air d'échappement contient moins d'oxygène que l'air pur, de sorte qu'une vanne ouverte réduit la puissance du moteur. Cependant, la pleine puissance est rarement nécessaire. Elle n'est nécessaire que dans les modes de puissance, par exemple, lors d'une accélération intensive, de sorte que lorsque la pédale d'accélérateur est fortement enfoncée, le système EGR ne fonctionne tout simplement pas. En mode croisière, lorsque le moteur doit seulement maintenir son régime, jusqu'à 70% des gaz d'échappement peuvent se trouver dans l'admission. Cet algorithme permet de ne pas gaspiller l'oxygène non brûlé et de ne pas souffrir d'un manque de puissance au moment où l'on en a besoin. Il est clair qu'au fil du temps, le système est devenu de plus en plus complexe, la soupape a reçu un refroidissement liquide, le contrôle électronique est apparu, et finalement, et c'est le plus obscur, le deuxième circuit. Et que faire si, selon les normes Euro 3, la teneur en oxyde d'azote des gaz d'échappement était de 0,3 g par kilomètre et si, selon les normes Euro 6, elle n'était que de 0,08? Nous avons donc dû procéder à quelques modifications. Le deuxième circuit a été altéré. En effet, les moteurs Euro 6 sont équipés de 2 soupapes, une pour chaque circuit, ligne principale. Le premier circuit haute pression se trouve avant le filtre à particules, le second après. Le premier fonctionne à faible charge, le second à forte charge. En d'autres termes, les systèmes de recirculation à 2 circuits fonctionnent en permanence, et pas seulement à vide, comme c'était le cas avec les systèmes à circuit unique. Sur les moteurs Euro 5, nous pourrions nous contenter d'un simple système EGR, mais sur les moteurs Euro 6, qui nous arrivent maintenant d'Europe, nous avons souvent un système à 2 circuits. C'est beaucoup plus compliqué, tout le monde ne le connaît pas et tout le monde ne sait pas comment le réparer ou l'éteindre. Pour désactiver physiquement ce système EGR, il faut connaître l'existence du second circuit, et pour le désactiver de manière programmée, il faut pouvoir lire l'écu. Or, les nouveaux moteurs ont souvent des calculateurs tels que nos programmeurs ne peuvent pas les lire, et c'est tout. Bien sûr, l'EGR n'est pas tout. Aussi étrange que cela puisse paraître, certaines personnes parviennent à utiliser le verrouillage de phase à la place de l'EGR, lorsque une partie des gaz d'échappement peut être réintroduite dans l'admission. Et ce n'est pas aussi terrible, pas de système, pas de problème, que l'apparition sur les nouveaux européens d'un dispositif absolument sauvage, le filtre à particules pour moteur à essence. Si le filtre à particules n'était auparavant un cauchemar que pour les propriétaires de véhicules diesel, il le sera désormais aussi pour les propriétaires de véhicules à essence. Voici, par exemple, le moteur à essence F12X acheté d'Opel, que nous n'avons jamais eu en Russie. 3 cylindres, turbine, 1,2 litres, 130 chevaux. La variante idéale pour les importations bon marche. Et ici, par exemple, il y a un filtre à particules. Moteur plus ou moins exotique, 1,5 TSI EVO de Volkswagen,
qui équipe les voitures européennes, y compris sur le même Skoda Karoq. Il peut également être équipé d'un filtre à particules. Et même le 1.4 TSI, importe d'Europe, peut être doté de ce dit-il incompréhensible pour nous. Et encore une fois, le découper physiquement ne résout pas le problème. Et tous les centres de service ne s'en occuperont pas. Et pourtant, la commande oui, certaines particularités des Européens, que nos services ne connaissent pratiquement pas encore, peuvent causer des maux de tête. Et si l'on en juge par le fait que plus le système écologique est complexe, plus il s'effondre rapidement, une certaine nervosité est inévitable. Et mes collègues du service automobile sont déjà confrontés à de telles voitures, et de plus en plus souvent. En outre, il y a un autre point, la très allemande Ordnung. Dans notre pays, la coutume veut que l'on aille d'abord chez le concessionnaire, puis que l'on fasse faire les choses à l'extérieur, à moindre coût. Et il est d'usage de changer l'huile au moins une fois tous les 10 000 km. Les réglementations des pays européens autorisent généralement une vidange moins fréquentée, et c'est une mauvaise chose, les moteurs turbocompresse à faible volume, et même avec l'injection directe et le GR, aiment être envahis par les dépôts. Laver l'admission des voitures provenant de ces pays devient la norme, et si l'on tient compte de la vidange, à la date prévue, on peut trouver non seulement de la suie dans l'admission, mais aussi des dépôts plus importants dans le moteur, qui sont très difficiles à nettoyer. Le moteur, où des kilos de plastique sont relis par des raccords rapides, peut difficilement survivre à un démontage fréquent, et un démontage non qualifié peut ne pas survivre du tout. L'ordre n'est donc pas toujours une bonne chose. Hélas, même les propriétaires allemands ne sont pas pressés de se séparer de bonnes voitures. Mais on se sépare facilement de celles qui commencent à demander de l'argent. Et maintenant, nous les achetons avec plaisir. Oui, dans les Renault européennes, nous pouvons parfois être surpris par la présence d'un massage du siège du conducteur en même temps que par l'absence de chauffage, mais leurs ensembles complets et leurs plateformes ne sont pas nos ennuyeuses B0 et Logan avec Sandro. C'est tentant, intéressant, et parfois même plus abordable. Mais potentiellement très problématique. En tout cas, dans un premier temps, lorsque ces Européens semblent considérer nos stations-service comme des extraterrestres venus d'une autre planète. Avec le temps, bien sûr, ils apprendront tout. Mais pas tout de suite. Une autre chose est de savoir où ils trouveront des pièces détachées pour des voitures que nous n'avons jamais eues. Ils trouvent déjà quelque chose, mais les conditions de livraison et le coût de certaines pièces tuent toute la joie d'une Renault Talisman ou d'une Opel Insignia fraîchement achetée à la base. En conclusion, bien que les voitures importées d'Europe puissent sembler attrayantes par leur design et leurs caractéristiques, il est essentiel de prendre en compte les nombreux défis qu'elles posent. Des coûts d'entretien souvent élèves aux différences de normes de sécurité et d'émissions, ces véhicules peuvent engendrer des complications pour les consommateurs. Avant de faire un choix, il est crucial de bien s'informer et de peser le pour et le contre. En fin de compte, la meilleure option reste celle qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.